Bonjour et merci beaucoup d'avoir participé à notre séminaire sur les options en matière de gestation pour autrui aux États-Unis et de vous être concentré sur ce thème de COVID. La durée estimée du webinaire est d'une heure, plus le temps consacré aux questions. Et les professionnels qui prendront la parole seront à la partie clinique, c'est le Dr Russell Ford et Tonya Canadé des Centres de fertilité Utah. Ensuite, la partie de femmes porteuses, c'est Michael Serva et Aurélien Evenor de Suro Connection. Ensuite, nous entrerons dans la partie juridique en commençant par la partie américaine avec Brian Klein de Fallette Klein, puis la partie française avec Cléria Richard de Clavin Richard. Et nous terminerons par les témoignages de Jérôme qui nous racontera son expérience de père pour le biais de la gestation pour autrui. Et la dernière partie des questions et réponses. Je voudrais vous dire que le chat n'est pas activé, donc toutes les questions et réponses qui seront répondues à la fin du webinaire, vous pouvez déjà commencer à les écrire dans la section de Q&A, de demandes et questions, que vous devrez avoir au bas de l'écran. Et merci beaucoup et sans plus attendre, nous commencerons par l'intervention du Dr. Falk. Alors, un moment, je vais mettre la présentation. D'accord, so please go ahead, Dr. Falk. Put it on the big screen. Yeah. Bonjour. So my name is Dr. Russell Falk. I'm the medical director of the Utah Fertility Center. And we want to welcome you to the webinar and thank you for your interest on something that's so important for our lives. Merci de vous joindre à nous pour découvrir notre équipe. Nous avons 3 cliniques, l'un situé à Las Vegas, Nevada Fertility Center, l'autre à Salt Lake City, Utah Fertility Center, et la dernière dans l'Idaho, Idaho Fertility Center. Utah Fertility Center a aidé des milliers de couples à devenir parents. Les programmes de reproduction par des tiers aident les couples internationaux en matière de dons de roule et de gestation pour autrui. And then we specialize in third-party reproduction. And as you can see, it takes a lot of team members in order to produce the services that we have. These are complex and sophisticated procedures that require talented professionals, as you see in our panel today, to bring those services to you. Les traitements sont complexes et sophistiqués et nécessitent une équipe professionnelle d'experts talentueux travaillant en collaboration. Un médecin directeur a recherché de superviser l'ensemble du processus, une infirmière directrice qui aide les patients à franchir les étapes, des agences de GPA pour rapprocher les patients et les femmes porteuses, des avocats pour naviguer dans les exigences légales, des conseillers et reproduction comme Jérôme, qui partagent leur expérience avec les autres. And then also we have professionals in the attorney and the legal area that can help navigate their ways through the legal services. So the question is, who do we serve? Who do we take care of? Well, we take care of people that want to have babies, that want to become parents. So this includes traditional couples where they might need in vitro fertilization or egg donation or surrogacy, gestational carriers. But we also help couples that are same-sex that need an egg donor or that need a gestational carrier, whether they're a same-sex male couple or a same-sex female couple. And also we can help single individuals who need gestational carriers or sperm donation because they do not have a partner, whether they're a man or a woman. Nous sommes au service des personnes qui souhaitent en devenir parents. Cela inclut les couples traditionnels qui ont besoin de donneurs de roule ou de sperme, les femmes porteuses, couples de même sexe, couples d'hommes qui ont besoin d'une donneuse de roule et d'une femme porteuse, couples de femmes qui ont besoin de donneurs de sperme ou de FIP pour des transferts réciproques, hommes ou femmes célibataires qui ont besoin d'aide. Un moyen facile de s'en souvenir est de les ramener au principe de base de la reproduction, à savoir combiner un spermatozoïde avec une ovule et un utérus pour faire un bébé. Easy way to think of it is there's 3 components to produce a baby. You need the sperm, the egg, and the uterus. And so each of those could be missing.
And so we have someone help in that regard of the component that's missing. The steps to achieve that pregnancy are complex, but we break it down methodically or stepwise so we can help you achieve that success. The first is to choose a fertility clinic. Find one that is professional and that has high success rates and it's affordable so you can afford to become a parent. And then you create a plan where you can either choose egg donation or sperm donation, and then begin the process of collecting the sperm, find the egg donor, and create blastocysts or embryos so that you can test them and have them available for transfer into either yourself as the patient or into a gestational carrier. Bien qu'il s'agisse d'un processus complexe, nous essayons de le simplifier en suivant les étapes suivantes. Premièrement, un patient doit choisir le bon centre de fertilité. Choisissez une clinique avec un taux de réussite élevé, les meilleurs services et les plus abordables. En collaboration avec l'équipe, élaborez un plan pour utiliser une donneuse de boules, une FIP, des tests, etc. Complétez les tests, les prélèvements de sperme dans l'Utah ou localement, important avec COVID. Effectuer une FIP, un test génétique, travailler avec une agence pour trouver une femme porteuse, faire établir un contrat légal par un avocat, poursuivre la grossesse et rentrer à la maison avec le bébé. Once the embryo is created, then you find a gestational carrier, and with these individuals, we help you through those steps. Finding the gestational carrier to do the transfer, creating a legal contract that allows you to go through without the fear of problems of taking the baby home once it's born. Les calendriers et les processus sont réalisés par des membres spécifiques de l'équipe. La phase première, c'est le médecin supervise toutes les étapes avec les membres de l'équipe de fertilité. Et la deuxième phase, c'est travailler avec l'avocat et l'agence pour aider la femme porteuse. See, our office is located in Salt Lake City where we have clean air and clean water and good people in the mountains, but we also have offices in Las Vegas. So if we have you come out, you can have an entertaining time while you go through the process of becoming a parent. Notre bureau principal est situé au pied de la montagne Timpanagos, peut-être la destination de randonnée en montagne la plus populaire de l'Utah. Nous travaillons à notre bureau à Las Vegas pour rendre le voyage amusant. A big question lately, as everyone knows, is the effect COVID has on fertility. It's a spectacular impact of what it does to the treatments in this year. The nature of coronavirus is that it's very widespread. Coronavirus is responsible for 30% of our common colds. So that's why it's such an infectious disease. It's very easy to transmit from one person to the next. The good news is that the mortality or the risk to your life is very low. And so even though it can be spread rapidly, it's not dangerous to those that are in the reproductive age. COVID a un impact considérable sur la reproduction internationale par des tiers. Le virus corona est un virus du rhume courant. Il est à l'origine de 30% de tous les rhumes courants, ce qui signifie qu'il est très infectieux si vous ne vous levez pas les mains et si vous n'inhalez pas les gouttes respiratoires des personnes infectées. Le COVID est pire que la corona du rhume car il peut se déplacer des nasopharynx vers les poumons, entraînant une pneumonie qui peut être une infection grave, mettant la vie en danger. Heureusement, il y a un faible taux de mortalité de 0,1 à 0,2 pourcentage dans la population à âge de procréer. Cela signifie que seulement 1 à 2 personnes sur 10 000 mourront de l'infection, comme dans le cas d'une infection par la grippe. Le plus grand impact a été la restriction des voyages imposée par nos gouvernements. Cela limite la possibilité de faire un don de sperme dans la clinique, ce que nous corrigeons en réalisant le prélèvement de sperme localement en Europe. Nous avons des sites au Portugal, en Espagne, en Autriche et à Londres. En outre, la restriction des voyages rend difficile le retour du bébé à la maison. Il faut espérer qu'au cours de l'année prochaine, ces problèmes seront moins importants.
We have locations in Spain, in Portugal, in Austria, in England, and we're trying to find more locations to help our patients collect sperm in Europe so it can be shipped to us in Utah. So the ultimate goal is to have a baby, and we have an excellent team that can help you achieve that. So I look forward to helping you in the future. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Falk. Et maintenant, on va donner la parole à Tonia Canadier, aussi de l'équipe de Dr. Falk. Alors, un moment. Hello, Please I'm go Tanya. ahead, Tonia. Hello, I'm Tanya. I Oh. work at Utah Fertility Center and help people with egg donation and gestation carrier cycles. Bonsoir So et merci de currently, nous we have accompagner. 300 donor profiles on our database. All of our donors have already had their medical and psychological evaluations done. We have the ability to do known or anonymous donation. So if you would like to know your donor, that is quite possible. You can have it where you just have the ability for the child to meet the family sometime, or you have the ability for the child to reach out to the egg donor sometime once they've become an adult. You have the ability to just have the contact information for that egg donor, or potentially a friend relationship. Depends on the donor that you choose. The donors are all on an electronic database that we give you access to at home. The database gives you a ton of information about the donors. Things like photos as a child or an adult, physical characteristics like height, weight, hair color, eye color, all kinds of relevant health information about the donor and the donor's family. Educational information like what have they studied, what do they play an instrument, do they have a special talent or a special training. Family history, like what are the physical characteristics of the family members, brothers, sisters, grandparents, how tall are they, what color is their hair, what color are their eyes. You also get information about the siblings, how tall are they. You find out all kinds of medical information, like if grandmother had heart disease or if grandpa had diabetes. You have, you also get a wonderful page about their reason that they want to be a donor. What is it about them that is their strengths, their weaknesses? What things do they like to do? Tout d'abord, je voudrais mentionner que nous avons notre propre programme de dons de boules avec près de 300 profils de donneuses déjà, qui ont déjà été soumis à un examen médical et psychologique et dont le don a été approuvé. Le don de boules aux États-Unis est très différent du don de boules dans de nombreux pays européens, car il est possible d'accéder à une vaste base de données de donneuses qui contiennent des informations beaucoup plus complètes sur la donneuse et sa famille immédiate. Dans ce cas, vous aurez accès au registre des donneuses d'ovocytes de notre clinique. Chaque profil comprend, entre autres, les éléments suivants: photos, caractéristiques physiques, santé, formation, antécédents familiaux, historique de la fécondité et motivation personnelle. Et les options pour les dons de boules aux États-Unis peuvent être ouverts ou non anonymes. Ouverts ou non anonymes, ou fermé ou anonyme. Alors, en ce qui concerne ouvert ou non anonyme, un petit contrat est conclu avec la donneuse d'ovules, stipulant que le futur enfant, par exemple, peut contacter la donneuse d'ovules. Les coordonnées sont échangées entre les parents d'intention et la donneuse d'ovules, et le contrat précise comment et quand la donneuse d'ovules peut être contactée. Alors, en ce qui concerne fermé ou anonyme, l'option précédente n'est pas disponible ici. Toutefois, si la donneuse d'ovules est d'accord, les parents peuvent, par exemple, appeler la donneuse d'ovules par Skype et peut-être la rencontrer en personne. Toutefois, aucune coordonnée ne sera échangée entre la donneuse et les parents d'intention.
do the IVF treatment in the United States, you also have the ability to do genetic testing. The genetic testing is of the embryo prior to the implantation into either whoever the uterus will be. So the genetic testing gives you the ability to choose the gender of your child. You can make sure that the embryo is chromosomally normal. This will increase your chances of pregnancy, decrease your chances of miscarriage, and give you the highest chances of a healthy baby. Les diagnostics génétiques préimplantatoires est un test génétique effectué pour déterminer s'il existe des anomalies chromosomiques ou des troubles génétiques spécifiques dans l'embryon. Les DGP permettent également de déterminer le sexe de l'embryon. Aux États-Unis, les parents d'intention peuvent déterminer si un embryon de sexe féminin ou masculin doit être transféré. So when it comes time to have a gestational carrier, when your agency, SeroConnections, passes over a carrier to us after you've made a match, then the first thing we do is we review her medical records. We want to make sure that she has had a successful pregnancy with no complications in the past, and that she's overall a healthy person and able to give you a healthy baby. We also do an interview of basic social and medical questions of her to find out where is her medical and social situation currently. Like, does she take any medications? Does she drink alcohol? If so, how much? Does she use nicotine? And what is her current relationship status? Is she in a marriage? Is she a single woman? And also we want to know if there's any concerns that she has with her prior pregnancies, like nausea. Did she have gestational diabetes? We want to make sure that we get a full picture of her medical health. Alors, vous avez toutes les informations ici sur l'écran, mais c'est très important aussi en coordination avec l'agence des femmes porteuses sur la connexion pour contrôler l'état de santé de la femme porteuse. Alors, on commence avec un examen de dossier médical qui pour se rassurer qu'il n'y a pas de complications majeures dans les grossesses antérieures. Et bon, enfin, qu'une femme en bonne santé et qui devrait être en mesure de mener à bien un processus de gestation pour autrui. Et alors, le processus d'entretien, alors, bon, ce sont des questions basées sur les antécédents socio-médicaux, tous les médicaments que prennent elles, et si elle boit de l'alcool, si elle fume, voilà. Et après aussi, s'il y a des préoccupations passées non incluses dans son dossier médical, par exemple, des nausées gravées ou malaises pendant la grossesse. Once we have reviewed her medical information, we want to bring her to our office to do medical screening. Medical screening includes a top to bottom physical look at her to make sure she's generally healthy and that there are no signs of any type of high-risk behavior such as drug use. We also want to make sure that her health history is reviewed by one of our providers, that they have what's called a water ultrasound done, which makes sure that that uterine cavity is perfect for implantation for that little embryo. Also, we do a blood draw and a urine sample to check for pre-pregnancy hormones, infectious diseases, and drug screen. All of that takes about 7 to 14 days to receive back, so then we can give her full medical clearance. Alors, la deuxième étage, c'est le dépistage médical. Alors, la femme porteuse se rendra dans l'UTA pour son rendez-vous de dépistage médical. Et cet examen comprend alors avoir un examen physique complet de la tête aux pieds, rechercher l'état de santé générale et signaler tout comportement à risque, et discuter de ses antécédents médicaux avec l'un de nos fournisseurs qui effectuera une échographie de l'eau pour évaluer la qualité utérine. Et après, il fera une prise de sang pour détecter les hormones pré-grossesse et les maladies infectieuses, puis un échantillon d'urine pour un dépistage de crocs. Et après 1 ou 2 semaines, pour recevoir un certificat médical complet
et pour commencer avec les contrats légaux. Once the gestational carrier has been given full medical, legal, and psychological clearance, she's given a color-coded calendar that shows when her appointments are, when she will stop and start medications, when the transfer will take place, and when the pregnancy test will be. That color-coded calendar is given both to the carrier and the intended parent, so everyone can follow along what's happening and know when to expect that positive pregnancy test. Et alors, la dernière phase, et la plus attendue pour les pères d'intention, c'est le transfert d'embryon. Et alors, aussi, la clinique va vous faciliter à la femme porteuse et au père d'intention un calendrier codé par couleur pour savoir tous les rendez-vous que la femme porteuse doit avoir. Par exemple, c'est quand elle va commencer et arrêtera les injections et les médicaments, quand le transfert aura lieu et quand sera son test de grossesse. Merci beaucoup, Tonia. Thank you very much, Tonia. Et maintenant, nous donnons la parole à Michael de Soro Connection. S'il vous plaît, Michael. Kim, c'est Aurélien qui va commencer. Ah, d'accord. Ah, ouais. Bonjour, donc nous sommes à l'agence Suro Connections avec Michael. Nous sommes les deux personnes qui sont basées en Europe et qui s'occupent des familles européennes. Donc, on est tous les deux pères par GPA, on est tous les deux passés par deux processus. Michael a eu 3 enfants et moi j'en ai eu 2 qui ont 5 et 2 ans maintenant. Donc l'agence Suro Connections est basée à Portland dans l'Oregon. Elle a été fondée par Megan Hall en 2010, donc maintenant on a plusieurs années d'expérience. Elle est donc maman de 3 enfants et elle a aidé 3 familles en tant que femme porteuse. L'équipe donc est composée uniquement de personnes qui sont passées par ce parcours-là, que ce soit donc des femmes porteuses qui ont déjà vécu l'expérience et une mère par GPA, et donc Michael et moi qui sommes tous les deux papas par GPA. Donc on parle, Michael et moi, tous les deux anglais et français, et Michael parle en plus l'espagnol. Donc l'équipe est basée à travers plusieurs États des États-Unis, et il y a toute une équipe qui aide tout au long du parcours les femmes porteuses, et Michael et moi qui aidons les parents en Europe. Donc les femmes porteuses également viennent de tous les États, de plusieurs États des États-Unis, de différents États. Pour le choix de votre agence, donc c'est vrai que nous, nos valeurs, c'est vraiment le côté humain qui est mis en avant et sur lequel on insiste, de par déjà le fait que chaque membre de notre personnel est passé par ce parcours, donc c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant dans le processus de mise en relation avec la femme porteuse et dans notre approche. Après, chaque agence a une approche différente, donc on vous conseille de rencontrer différentes agences pour pouvoir faire votre choix, puisque chaque agence étant différente, les attentes que vous pouvez avoir et que vous allez nous avancer nous permettront de savoir si votre choix est préférable de se porter vers notre agence ou d'autres en fonction de vos attentes. Donc pour nous, la relation est vraiment très très importante. Vous pouvez d'ailleurs consulter les différents commentaires qu'on a en ligne. On a aidé vraiment beaucoup de familles depuis le départ et on a des retours qui sont en général très bons. Et tout à l'heure, vous aurez Jérôme qui vous en parlera. Est-ce que c'est important que la femme porteuse que vous allez rencontrer soit proche de la clinique? À l'intérieur des États-Unis, on peut vraiment très facilement voyager. Donc, encore une fois, il est plus important que la relation que vous allez construire avec votre femme porteuse prime. Sur le reste, elle pourra se déplacer facilement vers sa clinique. Et à l'inverse, de construire cette relation, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que dans notre process, on vous laisse le temps
d'être certain de votre choix, des deux côtés, et, et que pour nous, voilà, la priorité, ce soit cette relation-là pour vous. La femme porteuse va de son côté être accompagnée par une équipe qui lui est dédiée. Elle aura une référente au sein de l'agence qui va l'accompagner tout au long du process et faire en sorte que de son côté, tout se passe bien aussi. Au niveau des coûts et des délais, donc au niveau des délais, on est sur une période d'attente entre 4 et 16 semaines qui a été un petit peu rallongée à cause du Covid actuellement. Mais encore une fois, en fonction de vos attentes, de vos critères, pour nous, l'important, c'est que la femme porteuse qui vous sera présentée corresponde réellement à vos attentes et que vous construisiez, vous ayez la possibilité de construire avec elle vraiment une relation humaine. Voilà, pour la suite, je vais laisser la parole à Michael. Bonsoir à tout le monde. Je suis Michael, je suis papa de 3 enfants par GPA et je vais vous parler un peu des différentes étapes par rapport à un parcours de GPA. Donc vraiment, la première étape, c'est de trouver une clinique et une agence qui vont vous accompagner pendant tout le parcours de GPA. Vous pouvez le faire en parallèle ou choisir une clinique d'abord et après une agence ou l'inverse. Et donc, vous allez avoir une consultation initiale avec l'agence, soit avec moi ou avec Aurélien. Si vous décidez de continuer avec nous, vous allez signer un contrat avec l'agence. Et c'est à ce moment-là que vous allez rentrer sur la liste d'attente pour une femme porteuse. Et donc, dès qu'on a un profil qui match avec ce que vous cherchez, vos attentes et tout ça, on vous envoie le profil de la femme porteuse. Si vous aimez le profil, on va envoyer votre profil à la femme porteuse pour qu'elle puisse nous dire aussi si elle est intéressée et si elle veut vous connaître. Et après avoir parlé, si la femme porteuse et vous décidez de continuer ensemble, c'est à ce moment-là qu'on enverra les antécédents médicaux à votre clinique. Donc, ils seront examinés par Tonia et le Dr Fulk avant même de programmer ce qu'on appelle le screening, donc l'évaluation médicale. Et donc, juste avant le voyage à la clinique, vous allez ouvrir un compte séquestre aux États-Unis. Donc, le compte séquestre, il sera utilisé pour payer les différentes dépenses par rapport au parcours. Et c'est à ce moment-là qu'on organisera aussi le voyage de la femme porteuse à la clinique, à votre clinique. Donc, elle aura un examen psychologique et aussi des examens sanguins et aussi un examen physique dans votre clinique. Et donc, dès qu'on a la confirmation de votre clinique, on va pouvoir avancer avec le contrat de GPA. Et ça sera fait avec un avocat américain. Et si vous avez aussi besoin, ça sera aussi fait avec un avocat en France. Donc, pour les couples qui ne comprennent pas trop l'anglais ou préfèrent avoir une personne, une avocate qui les accompagne sur le contrat de GPA, vous avez l'option du bureau de Clélia. Et après la signature du contrat, c'est à ce moment-là que la clinique va commencer à programmer le transfert d'embryon. Et donc, si tout va bien, elle tombe enceinte, il y a une grossesse de 9 à 10 mois. Et au milieu de la grossesse, c'est à ce moment-là que l'avocat américain vous aidera à préparer tous les papiers pour le jugement de filiation, qui est différent dans chaque État. Donc, il y a des États où la filiation, le jugement est fait avant la naissance de l'enfant, et dans d'autres États, c'est fait après la naissance de l'enfant. Et donc, à la naissance de l'enfant, juste après la naissance de l'enfant, vous avez besoin de demander l'acte de naissance. Avec l'acte de naissance, vous allez pouvoir demander le passeport américain, ou si les bureaux de passeport sont fermés, parce que voilà, on a eu aussi ce petit souci pendant le Covid, où les bureaux de passeport étaient fermés, et donc les familles avaient besoin de demander un laissez-passer à l'ambassade française. Donc, vous avez
quand même besoin de l'acte de naissance pour demander ce laissez-passer à l'ambassade. Et voilà, et donc dès que vous avez le passeport américain ou le laissez-passer, vous pouvez rentrer en France. Et donc, pourquoi Soro Connections? Donc, comme Aurélien a bien mentionné, on a plus de 10 ans d'expérience. Le support, il est très personnalisé, il est très humain. On est disponible 24/7. Moi et Aurélien, par exemple, ce n'est pas juste des communications par email, c'est aussi des communications par WhatsApp qui, des fois, sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides pour les familles. Donc, ce qu'on fait, c'est créer un petit groupe WhatsApp avec chaque famille et on utilise ce groupe WhatsApp pour communiquer. Après, si les familles préfèrent communiquer par email, il n'y a pas de problème non plus. Donc, c'est un support d'une équipe avec de l'expérience personnelle. Donc, toute l'équipe, même la comptable de Soro Connections, a passé par une GPA. Et donc, vous serez accompagné par une équipe qui a personnellement vécu une GPA, soit en tant que parent ou en tant que femme porteuse. Le match, il est très naturel, donc ce n'est pas juste un appel Skype où après vous décidez si vous voulez continuer ou pas. Vous avez jusqu'à 2 semaines pour parler avec la femme porteuse, vous pouvez parler par Skype plusieurs fois, tous les jours, par email, par WhatsApp, avant de décider si vous voulez continuer ou pas. Réduction des coûts, donc comme agence, on sait que voilà, pour pas mal de familles, c'est difficile d'affronter les coûts par rapport à la GPA. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est rechercher les différentes manières d'économiser certains coûts par rapport aux avocats, par rapport au compte séquestre et tout ça. Et donc, bien sûr, sans affecter la femme porteuse ou même le service que vous allez recevoir. On a un large réseau de contacts, donc on peut vous mettre en contact avec plusieurs avocats, cliniques ou voilà, toutes les personnes qui sont en gros, qui vont vous aider en gros par rapport à votre parcours de GPA. Et donc, donc le slide il dit avant septembre, si vous décidez de joindre Soro Connections avant la fin de l'année, vous allez avoir une réduction de $1 500 sur les honoraires de l'agence. Et voilà. Merci beaucoup, Michael. Et maintenant, nous donnons la parole à Brian de Faleta Klein. Alors, un moment, je vais mettre la présentation. Brian. So, yeah, please go ahead, Brian. Sure. Yeah. Hi, my name is Brian Klein, and I'm an attorney and partner at Flood & Klein. We're located in California, and we have been practicing in the fertility space for over 30 years, and myself for about 10 years. So I am Faleta Klein, Brian of Faleta Klein. I have been working from the GPA. Sorry, I'm talking in English. Alors, bonsoir et merci de nous accompagner. Mon nom est Brian de Faleta Klein. J'ai travaillé dans ce secteur pendant beaucoup des années et surtout spécialisé avec la gestation pour autrui. So when it comes to the legal process, one of the first considerations that you have to make is going to be which state your surrogate resides in. And this is really important because the United States is broken down into 50 separate states, and each one of these states is going to have different laws as it relates to the legality and the procedures relating to surrogacy. Alors, la chose la plus importante au moment de chercher ou choisir la femme porteuse, c'est l'état où elle habite. Parce que ça sera l'état où elle habite, où toutes les lois, ça va être partie de les procès. Et c'est important savoir quelle loi alors, fait partie de
de quel état en considération avec le type de famille. So things like whether there's going to be a genetic connection to the child, whether you are single or married, whether the surrogate is single or married, can all make a difference in whether a particular state would be appropriate for your circumstances. Alors, comme Brian il vient de dire, par exemple, c'est très important, alors la famille, le père d'intention qui désire d'avoir un procès, s'ils sont mariés ou pas, si c'est un homme ou une femme célibataire, et s'ils vont avoir des connexions génétiques avec l'enfant ou non. Alors, ce sont des choses très importantes à considérer pour choisir l'état de la femme porteuse. Oh, you can switch to the next slide. Yeah. So these differences in states will have different legal procedures, which are all guided towards establishing your parental rights, but there are important differences between them, and they can affect how long the process might take or how the original birth certificates are going to appear. And so it's really important that when you are selecting a state to work in, you have to understand how the legal procedures in that state are going to affect how long you might have to stay in the United States, and also how bringing that birth certificate back home is going to affect the process of registering the baby in your home country. Alors, c'est très important aussi à savoir si dans cet particulier état, il y a ce qu'on dit une ordonnance prénatale ou postnatale ou le deux. Parce que ça peut empêcher de, par exemple, être aux États-Unis plus ou moins de temps. Alors, c'est très important de savoir les temps qu'il faudra pour avoir les certificats de naissance. So what's listed on the slide is just some of the different procedures that you might encounter depending on which states you're working in. Et alors, toutes les informations que vous pouvez voir ici, d'autres procédures d'adoption, voilà, ce sont des procédures qu'il peut en avoir. Ça dépend de l'état que vous choisissez. Alors, c'est très important toujours, avant de choisir une femme porteuse, de savoir dans quel état elle est et si nous pouvons le faire de manière légale. You can go to the next slide, please. Yeah. Okay, so even though the process is going to be somewhat different from state to state, generally speaking, there are two separate phases that your attorney is going to be involved in. And I'll sort of frame that as the contract process and the process to establish your parental rights. So, alors, le processus juridique qui va avoir partie dans la GPA, on peut dire que c'est deux étapes. La première partie, c'est le contrat juridique, cependant la femme porteuse et le père d'intention. Et le deuxième, ça sera l'établissement des droits parentaux avec cet enfant. So the contract is important for fundamentally establishing the intent of the parties. That is, that you as the intended parent or parents desire to be the parent of any child that's conceived through the process. And on the opposite end, the gestational carrier is expressing that she has no intent to be the parent of any child. And ultimately, that is the evidence that the attorneys will use to make sure that in the end, you are deemed to be the legal parent of the child. Alors, le contrat juridique, c'est très important parce que c'est la base qui aura lieu que le père d'intention, ce sera le seul parent de cet enfant et que la femme porteuse n'aura aucun lien avec cet enfant. And the contract will also include important information about all of the rights and obligations that each party is going to have. We're going to set forth details about how insurance is going to be utilized to cover the medical expenses. It's going to establish
your right to be involved in the medical process, including your ability to speak with physicians and be present at medical appointments if you can be here. And it's going to set forth other terms of the agreement like compensation for the gestational carrier. Et alors, il y aura tout détaillé, tous les droits et toutes les obligations qu'on a comme de père d'intention et aussi comme la femme porteuse. Par exemple, ça sera comment va être la relation entre les deux parties et aussi toutes les visites, si vous avez le choix d'être aux États-Unis, toutes les visites que vous pouvez avoir avec elle pour l'accompagner à la clinique ou des visites médicales, etc. And the second step, which is the parentage process, is generally speaking a process where we are seeking a court order from a judge that has jurisdiction over your case, which will ultimately recognize that you are the legal parent of the child, that the gestational carrier has no parental rights, and that court order is what you will bring with you to your hospital and will instruct the hospital in many cases to fill out the birth certificate in accordance with your wishes, meaning that your name is going to be included on the birth certificate and the gestational carrier's name will not be included. Alors, la deuxième partie, c'est très important aussi, c'est l'établissement de droits parentaux. Et il s'agit de l'ordonnance du tribunal compétent des États-Unis. Normalement, c'est à côté du avis de la femme porteuse. Et ça sera très nécessaire pour avoir aussi la carte de naissance de l'enfant. Et aussi pour quand vous retournez en France. Et alors, vous pouvez aussi demander alors l'inscription et voilà, ça sera après Clélia qui va l'expliquer, mais c'est très important l'ordonnance du tribunal et ainsi que la partie de naissance de l'enfant. Okay, you can go to the last Yeah. slide. Okay, so when it comes to the particular circumstances right now and COVID, there have been some difficulties or differences in how the legal process has gone, but generally speaking, you don't have to be present for the legal process itself. Really, you only need to be here to pick up your child. And so what we've had to do with our clients is to assist our intended parents with the process of getting permission to enter into the country and to make sure that they can travel back home efficiently so that they can get home without waiting in the United States for several months. Alors, pendant on dirait toutes les parties légales du processus, il n'y a pas de nécessité ni d'obligation d'être aux États-Unis. Mais aussi, bien sûr, c'est important pour l'avocat de prendre soin que les parents d'intention peuvent voyager pour être présents à l'accouchement de l'enfant et après aussi pour retourner à la maison. Alors ça, c'est deux choses, c'est très important et aussi avec les COVID. Alors il faut s'assurer à l'avance qu'il n'y aura pas de problème. Unfortunately, for individuals that are traveling from France, it has been a pretty smooth process. We have been able to get every single one of our intended parents in for the birth of their child and then back home in a expedient manner. Alors, Brian, il vient nous dire que avec le français, c'était difficile pour les conditions qu'il y a maintenant à la France, mais c'était bien passé avec tous les parents d'intention et ils ont pu voyager aux États-Unis pour être présents à la naissance de son enfant et retourner en France. Okay, thank you. Yeah, d'accord. Okay, thank you very much, Brian. Et maintenant, nous donnons la parole à Clélia Richard de Clavin Richard, s'il vous plaît.
Clélia. Oui, merci Kim et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc Kim, déjà je vais annoncer que je vais dépasser mon temps d'intervention parce que 10 minutes, c'est trop court pour expliquer, je pense, aux participants de ce webinaire de manière assez... je vais faire synthétique, mais il faut quand même que j'aborde les sujets et que vous compreniez bien les enjeux. Alors, je voudrais juste déjà remercier Kim de m'avoir invité sur cette plateforme. Et donc, vous expliquer globalement que quand bien même votre parcours, votre projet parental, puis votre parcours qui peut être très bien bordé, qui peut très bien se dérouler, et la plupart du temps, les parcours se déroulent très bien. Bon, se déroulent, vous l'avez compris, en dehors de la France, parce que, comme là par contre, je pense que tout le monde le sait, la gestation pour autrui est interdite complètement sur le sol français. Elle fait l'objet d'une interdiction à la fois générale sur le plan pénal et aussi sur le plan civil. Donc, peut-être la première chose que je voulais rappeler, c'est que même si la GPA en France est prohibée, vous avez, sans pouvoir être inquiété sur le plan juridique pur, c'est-à-dire sur le plan des questions que vous pourriez vous poser autour d'éventuelles poursuites pénales, ces poursuites pénales ne pourront pas s'exercer, c'est-à-dire que vous avez le droit, en tant que parent d'intention, d'aller dans un pays où cette gestation pour autrui est juridiquement encadrée et légalisée, sans avoir à faire, une fois que vous êtes rentré sur le sol français avec votre bébé, sans vous exposer en fait à d'éventuelles poursuites pénales. Je pense que c'est important de le rappeler parce que ça va déjà, vous, en tant que futur parent et déjà parent d'intention, vous permettre de vous dire que quand bien même c'est compliqué la gestation pour autrui en France, sur le plan légal, puis aussi sur le plan idéologique, j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, vous êtes libre. Vous êtes libre d'aller faire votre parcours lorsqu'il est à l'étranger, sécurisé, légalisé. Et ça, c'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est que lorsque là, nous traversons une période particulière qui est la pandémie mondiale, qui a pour conséquence des mesures sanitaires qui sont en vigueur dans tous les pays du monde. Et donc, entre la France et les États-Unis, lors du premier confinement, à compter du 17 mars, nous, les avocats français, on a été beaucoup sur le pont pour pouvoir aider les parents d'intention à pouvoir pénétrer, en fait, de manière exceptionnelle, être autorisés à pénétrer sur le sol américain. Alors, donc, on a évidemment été en collaboration avec ceux qui étaient en première ligne, entre guillemets, c'est-à-dire les avocats américains. Bien entendu, c'était eux qui étaient les plus proactifs, mais nous avons pu, pendant cette période, articuler nos savoirs, nos énergies. Nous étions assez réactifs. Et donc, pendant ce premier confinement, qui du coup risque d'avoir des répliques sur les mois à venir, et les mesures sanitaires vraisemblablement ne vont pas se lever au mois de janvier parce que peut-être, voilà, nous espérons tous que le vaccin vienne très vite, très tôt dans tous les différents pays du monde, mais enfin il est quand même tout à fait probable que les mesures sanitaires se prolongent durant les prochains mois. Donc là aussi, c'était mon deuxième point, dire aux parents d'intention, aux futurs parents, que la première expérience liée à ce confinement
nous a démontré que les parents d'intention pouvaient être présents quasiment 99%, dans 99% des cas, à la naissance de leur enfant, et que nous avons pu, malgré ces mesures exceptionnelles, en tous les cas, je parle entre la France et les États-Unis, parce que ça n'a pas été le cas malheureusement pour d'autres destinations, mais assurer donc la présence des deux parents d'intention à la naissance de leur enfant, et puis en respectant bien sûr les quarantaines lorsqu'elles étaient exigées, etc. Donc ça, c'était le deuxième point, je pense, important qu'il fallait souligner. Ensuite, nous avons, nous les avocats français, l'habitude, pour pouvoir, si vous voulez, anticiper le troisième et quatrième gros point que je vais développer et dont il ne me suffit pas que 10 minutes, pour anticiper en fait l'aspect juridique de l'affiliation, mais cette fois-ci du côté français, nous sommes, nous les avocats français, en interaction avec nos confrères et nos consoeurs aux États-Unis pour pouvoir, environ à la moitié de la grossesse, gérer les futures décisions judiciaires de filiation afin que on ait les actes de naissance américains qui soient établis, j'allais vous dire, le mieux possible. Donc, le mieux possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de la naissance de l'enfant aux États-Unis, bien entendu, l'objectif est que les deux parents d'intention figurent sur l'acte de naissance américain, sur le birth certificate. Mais il y a des cas, alors exceptionnels, mais il y a quand même des cas, notamment pour des couples binationaux, où on a besoin, en fait, en amont, d'anticiper la manière dont le birth certificate côté américain va être dressé. Donc, ça, je dis ça pour vous faire sentir que dans la phase vraiment de gestation, de la mi-grossesse jusqu'à la naissance, les avocats français, ça peut être vraiment très, très utile d'être en articulation avec les avocats américains qui, eux, vont faire leur travail sur la partie américaine et, comme vient de le dire Brian, en fonction de l'état dans lequel la grossesse va se dérouler et la naissance de l'enfant va advenir, eh bien, d'avoir finalement avoir un travail de coopération et de dialogue autour de ces questions-là. Pourquoi? Donc, c'est mon gros sujet d'aujourd'hui et donc je vais essayer d'être la plus claire possible. Pourquoi? Je voyais tout à l'heure sur une question du chat quel était l'intérêt de prendre un avocat en France au moment où on revient avec son bébé en France. Alors, l'intérêt, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre comme principe de base, c'est que, bon, on évacue maintenant le fait qu'en droit français, la gestation pour autrui est interdite. Pourquoi je dis qu'on l'évacue? Je dis parce que je vous rappelais en introduction qu'il n'y aura pas de poursuite pénale sur le sol français pour les parents d'intention, d'une part, et d'autre part, la jurisprudence a posé récemment, enfin depuis 2015, que la gestation pour autrui n'était plus un obstacle à l'établissement de la nationalité française de l'enfant, d'une part, et à l'établissement de sa filiation, à la reconnaissance dans sa filiation, d'autre part. Donc, à partir du moment où je vous ai dit ça, on décale un petit peu, si vous voulez, le focus. On fait le focus maintenant sur une question qui m'apparaît fondamentale, très importante, parce que elle est en relation directe avec votre projet d'établir une famille, de fonder une famille, d'élever des enfants qui doivent être sécurisés dans la filiation à l'égard de leurs deux parents. Donc, le parent biologique, il sera de toute façon reconnu par le droit français parce que le lien biologique dans le droit français est un élément fondamental et suffisant
pour établir une filiation sur les critères du droit français. En revanche, le parent d'intention, qui n'est pas le parent biologique, lui, n'a pas, contrairement au droit américain, qui lui donne un statut de par la législation américaine, au regard du droit français, le parent d'intention non biologique n'existe pas. Il n'existe pas tant qu'il n'a pas entrepris en France des démarches judiciaires, car aujourd'hui, les démarches administratives, je vais en parler 3 secondes, ne suffisent plus. Non, n'ont pas suffi, on suffit là pendant quelques mois, mais là aujourd'hui ne suffisent plus. Donc le parent d'intention non biologique doit, pour pouvoir sécuriser sa filiation à l'égard de son enfant, pour pouvoir transmettre ses biens sans difficulté une fois qu'il est décédé, pour pouvoir transmettre son nom sans difficulté, pour pouvoir exercer l'autorité parentale sans difficulté au cas où on se sépare de l'autre parent. À ce moment-là, le parent d'intention non biologique doit en fait agir en justice, et ça sur le sol français, et j'allais dire malheureusement l'avocat est quand même, enfin est obligatoire, et donc ça répond en fait à la question que l'intérêt de prendre un avocat en France au retour, eh bien c'est celui-là, c'est de pouvoir sécuriser la filiation de son enfant au regard du droit français, ce qui m'apparaît fondamental, ce qui m'apparaît en fait dans la cohérence de votre projet, parce que vous ne remuez pas entre guillemets ciel et terre pour aller réaliser votre projet de vie, fonder votre famille au terme d'un parcours qui peut très bien se passer, mais qui est quand même difficile. Voilà, ça prend du temps, ça demande évidemment de l'investissement affectif, financier. Et donc, si c'est pour, une fois que vous êtes rentré en France avec votre enfant, dans quelques années, avoir des problèmes juridiques autour de la filiation d'un des parents, il y a quelque chose qui... Enfin, c'est comme si on n'avait pas fait le job jusqu'au bout. Enfin, c'est mon opinion. Voilà. Donc, ces procédures judiciaires, je rassure les parents et futurs parents qui nous écoutent, elles existent, elles sont relativement faciles à mettre en œuvre. Alors, je ne vais pas les détailler maintenant parce que c'est justement là du coup plutôt 1 heure qu'il me faudrait, donc qui ne va pas vouloir. Mais donc elles existent, elles sont efficientes, c'est-à-dire qu'on parvient à nos fins. C'est-à-dire qu'on parvient à nos fins où on arrive à sécuriser la filiation pour le parent d'intention et ensuite d'avoir la traduction de cette filiation sur les registres français de l'état civil, c'est-à-dire que vous aurez, vous, futurs parents, l'acte de naissance américain de votre enfant avec les 2 parents d'intention qui sont les parents légaux au regard du droit américain, avec un nom, en général, on porte le nom des 2 parents, enfin c'est ce qui se fait de manière la plus usitée. Puis, ensuite, en France, au terme de ces démarches judiciaires, avoir exactement la symétrie au regard du droit français et sur les registres français de l'état civil. C'est-à-dire que vous aurez un acte de naissance français avec une double filiation qui ne sera pas attaquable, voilà, qui sera quelque chose pour votre enfant et pour vous, qui sera stable et qui traversera donc les éventuels accidents de la vie. Donc je termine juste par des toutes petites choses qui peuvent poser question, même déjà à ce stade. Lorsque vous rentrez, c'était Aurélien qui en parlait tout à l'heure, je crois. Lorsque vous rentrez avec votre enfant, soit avec le passeport américain, soit avec le laissez-passer délivré par les services consulaires français aux États-Unis, les choses ne se font pas d'un claquement de doigts, mais elles peuvent se mettre en œuvre très très vite à votre retour, hein, pour que vous puissiez entamer les procédures judiciaires. Enfin, ça peut se faire de manière assez vite, assez fluide, mais surtout, vous aurez à immatriculer votre enfant
à la sécurité sociale, éventuellement créer un numéro d'allocataire à la caisse d'allocation familiale. Et ces choses-là se font aussi de manière, aujourd'hui, assez facilement. Et quand on rencontre des blocages, en général, ça se règle avec une mise en demeure, un courrier du cabinet d'avocats. On arrive aujourd'hui quand même à fluidifier, à débloquer facilement les choses. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis, monsieur chronomètre, mais du coup, j'ai terminé. Bien sûr, je réponds aux questions s'il y en a. Non, c'était très bien. C'est seulement 5 minutes de plus. Merci beaucoup à Clélia. Et maintenant, je donne la parole à Jérôme. S'il vous plaît, Jérôme. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis ravi vraiment de participer à ce webinaire, purement et simplement parce qu'en fait, si vous voulez, l'ensemble des partenaires qui ont fait partie de mon parcours avec mon mari sont présents aujourd'hui. Donc, je suis vraiment extrêmement content. J'ai plein de belles choses à vous dire. Alors, bon, écoutez, moi, je suis avec Guillaume, donc mon mari, depuis 12 ans. On a décidé d'avancer sur un projet de parentalité depuis 2016. On en discutait en 2015, on a commencé à faire des recherches en 2016, beaucoup de désillusions autour de l'adoption. Et puis ensuite, on a commencé à avancer sur notre projet de GPA, en fait, alors sur différents pays, destinations, structures, organisations. Après, on s'est très vite rendu compte que les États-Unis étaient en effet le pays le plus facile pour nous. Et donc, du coup, on a commencé à interviewer purement et simplement des agences, des cliniques. On est allé 2 fois aux États-Unis pour aussi, alors beaucoup concentré, je pense comme peut-être beaucoup de parents du même sexe, autour de la Californie, parce qu'en effet, la Californie a toujours été un peu la terre promise de la GPA. Quand on a un gars comme Trump, en fait, on est un peu effrayé sur le fait qu'un jour, dans certains États, des choses soient plus légales au niveau de la GPA. Et puis, en fait, finalement, on n'est pas du tout là-dessus. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de désillusions. En 2017-2018, on a fait un break en 2018, puis en 2019, pour des raisons essentielles qui étaient de besoin d'être parent. On a vraiment réactivé les choses et puis tout s'est décanté. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à une conférence au mois de mai 2019 avec Guillaume et on a rencontré Megan, donc la directrice de l'agence Euroconnection, et Clélia. Donc, du coup, c'était les 2 premiers partenaires avec lesquels on avait envie d'avancer. Clélia pour sa simplicité d'un point de vue juridique, parce que le juridique, c'est pas toujours inné, c'est pas simple, c'est un métier, ce qui fait très peur aussi parfois. Et quand c'est expliqué de manière simple, avec des mots très simples et plein d'options, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'options en fonction de votre projet de parentalité, comme le disait Clélia, en fonction de l'état où vous serez, de votre porteuse, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, il y a plein de choses qui sont possibles. À partir du moment où on a vraiment la volonté d'être parent. Donc, nous, on a continué à interviewer quand même, malgré le fait que j'avais un vrai bon feeling avec Megan Paul, qui est donc la directrice de Euroconnection. Et puis, on a vraiment signé en juillet. Donc, on s'est rencontrés en mai, on a signé en juillet avec Euroconnection. En parallèle, on m'avait présenté Utah Fertility Center. Et donc, j'ai échangé avec Guillaume, avec Tonya Canaday, sur la présentation de la clinique, comprendre quelle était cette clinique, comment elle travaillait. Alors nous, on a très vite compris qu'on allait être en face d'une clinique de fertilité qui allait gérer de la fertilité. Donc on n'est pas en face d'un côté Star System, Gay System, et voilà, mais en tout cas une clinique avec un vrai travail de fertilité basé en Utah, un vrai programme de donneuses d'ovocytes. Nous, on a donc tout de suite voulu regarder la database pour comprendre un peu tout ce qui était important, c'était de screener surtout la partie médicale. De comprendre. La présentation de chaque profil est super détaillée. Vous avez l'ensemble des détails sur père, mère. Bien entendu, vous avez des photos parce qu'en effet, les photos sont importantes. Par contre, vous n'êtes pas dans un catalogue. Vous n'êtes pas en train de casper votre donneuse non plus. Vous êtes en train, en effet, d'identifier la personne qui va vous donner la chance de pouvoir créer votre famille. Donc, c'est quand même un élément extrêmement important, et d'un point de vue filiation et d'un point de vue génétique. Et que d'un point de vue génétique, moi, par exemple, j'étais le donneur, et donc, du coup, je voulais éviter d'avoir les maladies, en fait, que mes parents avaient par rapport aux maladies de la donneuse. Donc, c'était important. On avait des critères très précis qui étaient qu'on voulait rencontrer notre donneuse. Tonya a travaillé avec nous d'un point de vue humain, médical et légal pour que ça soit possible. Donc, on a en effet, nous, avancé avec une donneuse connue. La majorité des donneuses sont connues, parfois inconnues, veulent être anonymes, pardon. Et donc, du coup, on a signé avec l'agence
et la clinique en juillet. Nous sommes mariés au mois d'août et ensuite au mois de septembre, nous sommes partis donc du coup faire le don de sperme pour pouvoir créer nos embryons. Et en parallèle, en voyage de noces, Megan et son équipe nous ont appelés quand on était en voyage de noces à Hawaï pour nous dire qu'ils nous avaient identifié une porteuse. Et donc du coup, en fait, on a skypé la porteuse et on a décidé d'écourter notre voyage de noces. Donc on est passé de Hawaï à Seattle pour pouvoir en fait rencontrer la personne. Et le couple, en fait, et on a échangé pendant une journée complète. Ensuite, on a rééchangé autour de Skype. Enfin, voilà, pour nous, c'était très important, en fait, d'avancer dans un projet d'une famille vers une autre famille. Enfin, eux avaient leur famille et allaient nous aider à construire notre famille. Donc, du coup, en fait, voilà, les choses après, ce sont voilà, création des embryons, contrat avec la porteuse, insémination, et déclaration de la grossesse. Et donc là, derrière, alors après, je passe vraiment, voilà, ce parcours est un vrai ascenseur émotionnel. Il ne faut pas se leurrer, hein, on est sur des rapports humains, donc on a beaucoup d'attentes, beaucoup d'inquiétudes en tant que parent d'intention français. La porteuse est en couple, hein, elle a sa famille, son quotidien, et donc du coup, on doit apprendre à se connaître, apprendre à se respecter. Et surtout avoir beaucoup de compréhension dans cette période qui est le Covid. Alors nous, après, on a en effet qu'on appelle un bébé Covid. Alors, j'aime pas du tout cette dénomination, parce que ma fille n'est pas un bébé Covid, mais c'est un bébé 2020, donc c'est 2020. Hein, 2020, c'est voilà. Mais en effet, on a pu, grâce à tous les outils en fait, que les différents partenaires ont pu mettre en place, suivre la grossesse à distance, que ce soit par Zoom, que ce soit par Skype, que ce soit par WhatsApp, que ce soit pour les medical screenings, que ce soit pour les échographies, que ce soit l'écho morphologique à 20 semaines. Et puis après, l'agence et les avocats nous ont extrêmement soutenus en fait sur rentrer aux États-Unis, organiser en effet toute la partie protocole sanitaire sur place par rapport à la naissance et ensuite repartir. Puisqu'en effet, nous, on est arrivés avec voilà, beaucoup de difficultés parce que notre porteuse accouchait à la maison et donc du coup, on n'avait pas de documents à fournir au niveau de l'hôpital. Donc, ça a été un point de blocage. On a réussi, grâce à nos avocats américains et notre avocat française qui est donc Keia, à pouvoir en effet construire le dossier. Et c'est en effet voilà, quelque chose qui se fait. Il faut prendre du temps, il faut être extrêmement méthodique, très pragmatique et avec beaucoup d'objectivité. En fait, ça se fait vraiment bien. Une fois arrivé aux États-Unis, en effet, alors c'est en fonction des États, il faut respecter une quarantaine, 14 ou une semaine. En tout cas, nous, on s'est engagé en effet voilà, donc on est resté en effet un peu cloisonné. On a passé entre à peu près un peu plus de 6 semaines, 6 à 7 semaines aux États-Unis. L'accouchement s'est merveilleusement bien passé. Notre fille a 3 mois la semaine prochaine. Et donc nous avons décidé, en fait décidé d'avancer sur l'extension de notre famille, puisque le transfert de notre deuxième bébé aura lieu la semaine prochaine, et on espère être parents à nouveau pendant cette période pas très drôle du Covid, en août de l'année prochaine. Je voyais qu'il y avait plein de questions, en fait, ou en tout cas des interrogations autour du pré-birth, post-birth. Moi, je vais vous dire d'un point de vue parent que le pré-birth, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un document qui vous sécurise une fois que vous êtes aux États-Unis, pour les États-Unis et pour prendre l'autorité parentale au niveau de votre fœtus. Et ensuite, le post-birth, c'est ce qui va vous permettre, en effet, de pouvoir créer votre dossier de parentalité une fois que vous revenez. Donc, il va y avoir ce qui est nécessaire pour vous aux US, il va y avoir ce qui va être nécessaire pour Keia ou votre avocat en France. Et ça, je pense que Keia pourrait y répondre un peu plus facilement. Voilà, nous, on a rencontré beaucoup de difficultés, mais avec, voilà, j'ai beaucoup échangé avec Michael, qui a été d'un soutien extraordinaire, parce qu'il est parent et que, voilà, Aurélien récemment. Megan est une femme voilà, remarquable, avec des valeurs qui sont très proches des nôtres, et Megan en particulier fait pour nous, en tout cas, partie de notre famille maintenant. Le docteur Falk et Tonia, donc Dr Falk est le docteur qui va donc procéder au transfert de notre, j'espère, petit garçon la semaine prochaine, et qui prend grand soin de notre porteuse, parce que pour nous, c'est très, très important, en fait, dans ce process. La personne à célébrer dans tout ce process, c'est la femme porteuse. Donc, on ne va pas parler avocat, parent d'intention, clinique et agence, on va parler femme porteuse, et la femme porteuse, à l'heure d'aujourd'hui, elle est célébrée. L'agence il fait très attention, la clinique également, et pour nous, c'était tellement important dans ce process qui est en effet financier, de vraiment se concentrer sur, voilà, sur la femme porteuse, et c'est la personne pour nous qui nous a accompagnés dans la construction de notre famille. Et réellement, être parent, c'est un chamboulement extraordinaire, c'est
voilà, c'est merveilleux et je pense que le jour où vous prendrez votre enfant dans vos bras, que vous comprendrez que vous devenez vraiment important, plus uniquement pour vous, votre mari, votre conjoint, votre partenaire de vie, mais aussi pour le petit être qui, voilà. Et puis bon, voilà, on va en avoir bientôt 2. Donc, passer de 2 à 4, voilà, quelque chose d'extrêmement, une période de vie excitante et en même temps, voilà, pas forcément évidente d'un point de vue Covid, mais voilà. Et une fois aux États-Unis, je tiens à le dire, soyons clairs, il n'y a pas de drama à faire, les conditions sanitaires sont tout à fait correctes aux États-Unis. À partir du moment où vous faites attention, comme vous le faites en France, vous portez le masque, quels que soient les États, ne vous laissez pas gangréner sur, voilà, on a passé 8 semaines aux États-Unis, on n'a jamais eu aucune crainte sur le fait d'attraper le Covid plus que d'aller faire ses courses à Auchan ou à Carrefour, d'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux États-Unis et toutes les polémiques que l'on voit sur tous ces médias qui, pour nous, étaient aussi effrayants, qui ont pu effrayer beaucoup nos proches et nos familles, mais qui, finalement, une fois arrivés sur place, tout se passe merveilleusement bien. Les hôpitaux, tout est extrêmement sécurisé, voilà. Que ce soit même l'accouchement à la maison, on avait un protocole très, très strict à respecter, de manière à sécuriser tout le monde. Et voilà, et tout le monde est en vie et va bien et se porte bien. Et ma fille va merveilleusement. Donc voilà. Donc bah, écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà, je réponds à vos questions avec grand plaisir. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme, pour votre témoignage. Je crois que toi, tu as surpassé Clélia un peu, non, plus ou moins le même. Les Français, donc forcément, voilà. On dit que ce sont les Espagnols, mais en fait, non, les Français parlent parfois beaucoup plus que les Espagnols. Pas de problème, c'est très important de vous écouter. Et je suis sûr que vous aura aidé en racontant votre expérience aux futurs parents. Et un grand merci également aux autres intervenants. Et nous allons maintenant commencer par la séance de questions et réponses. Et nous commencerons par ceux qui ont été demandés en premier et nous passons à la suite. Je vois que beaucoup de questions ils sont partie légale, je ne sais pas pourquoi, mais sinon on va commencer par des questions qui ne sont pas légales et après on va finir par les légales. Alors, il dit, avec la situation actuelle de confinement en France et ses règles et le risque que ces confinements perdurent au-delà du 1er décembre, comment s'organiser pour aller dans les cliniques européennes partenaires sans risquer une amende? Quelles sont ces cliniques? Alors, on peut parler de s'il y a une amende ou pas après avec Clélia, mais les choses importantes ici, c'est une question pour Tonia. Quelles sont ces cliniques? Quels sont les protocoles et coûts? Alors, please, Tonia, you have questions about partnerships that you have clinics in Europe to ship the sperm to Utah. So any protocol and the expenses, Tonia. Please go ahead. Yes. We have several clinics that will partner with us to freeze the sperm and do the FDA requirements that we have to use in order to work with a gestational carrier. We do try to group people together in specific partner clinics so that way they can share shipping costs. We can probably, if you're looking for a clinic that's closer to your home, we can try to do that, but you may not be able to share the shipping costs. But we have very specific clinics that we use. Shipping is expensive, so we can share that. That can save you a lot of money. So it depends, the cost will depend on where you want to go and where that partnership is at. So that's something that we could definitely talk about on an individual basis and see what's the best way for you to handle it. Okay, merci beaucoup. Thank you very much, Tonia. Et aussi, nous avons des questions qui nous avaient déjà été envoyées par les participants par email. Et il dit, si un État a des mesures de confinement, les femmes porteuses peuvent y voyager dans un autre État pour les transferts d'embryons. Alors, cette question, c'est pour Brian. Brian, one question is that if there are some COVID like restrictions to travel
to one state, and the gestational carrier have to go to that state to the embryo transfer. How does it work? Well, we would just have to wait. I mean, if ultimately there were restrictions on traveling through a certain state, at that point, we would just have to delay the cycle until that restriction was lifted. D'accord. Alors, il vient de dire qu'il faudra attendre, qu'il sera pas... In follow-up to that question, we've had patients in similar situations where we bring a patient to Nevada or Idaho. So if there is a restriction in a certain state, because we work in 3 different states, we've been able to help our patients still by just having the transfer done in one of our other clinics. OK. Alors, la conclusion, c'est que c'est vrai que s'il y a une restriction de voyage dans un État, la femme porteuse ne pourra aller pour faire le transfert d'embryon. Mais ce que le Dr. Fo vient de dire, c'est que comme Utah Fertility Center, ils ont 3 cliniques dans 3 États différents. Alors, s'il y a un problème de confinement dans un État, il peut aider en voyageant à notre clinique où il n'y a pas ce problème. D'accord. Kim, je crois que tu as oublié de traduire ce que Tony a dit tout à l'heure, notamment concernant le... Tu travailles juste à l'instant. Tonia, tu sais, a expliqué en fait les différentes cliniques et les coûts. Et je pense que tu n'as pas dû traduire. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Jérôme. Je t'en prie. Oui, alors, oui, Tonia, elle a expliqué qu'ils ont des différents partnerships en Europe. Et ça dépend d'où les parents d'intention ils habitent. Alors, elle va vous conseiller une clinique plus proche de votre résidence. Alors aussi, c'est différent, le prix, ça dépend de la clinique. Alors, le mieux, c'est que vous nous contactez et après, nous allons vous dire quelle clinique c'est mieux pour vous. D'accord? Alors, merci. Alors, on va commencer. Il y a un autre, laissez-moi voir. OK. Alors, je crois que tous les autres, c'est Clélia. Alors, laissez-moi voir. Je ne sais pas si vous avez noté toutes les questions, Clélia. Mais sinon, je vais les lire tous. Et je ne sais pas si c'est mieux que je les lise et après, vous les répondez tous ou vous voulez que je vais un par un. Comme vous voulez. J'ai vu que les 2 dernières questions, Kim, c'est pas moi. Ah, d'accord. Comme vous voulez. Alors, je commence par les autres, alors. Merci. Les 2 dernières. Les 2 dernières, d'accord. Alors, à même vous de la... Ouais. Ouais, alors, d'accord. À vous de la situation sanitaire, pensez-vous qu'il faut attendre quelques mois avant de se lancer dans la recherche d'une mère porteuse? Nos embryons seront créés d'ici peu. Merci. Alors, okay, I will translate in English, and I think, yeah, maybe it's a clinic or maybe the surrogacy agency. So, because of the pandemic, do you think that it's better to wait before going to choose the surrogate? Because we have already, well, we will have the embryos really soon. So what do you think? I don't know which one of you would like to reply, or the clinic side or the surrogacy agency. I think there's 2 phases to the process, and so you can always begin the process to create the blastocyst by getting the sperm and the eggs together. And then it generally takes several months to find a gestational carrier and develop a relationship with her, and then it takes 9 months for the pregnancy. And we're hoping that by next year, we'll be past the COVID pandemic. So if you time it well and COVID behaves, then we might be able to do this in the next year. So we're telling our patients not to wait at this point. D'accord. Alors, Dr. Fo, il vient de dire que, alors, c'est vrai qu'on ne sait pas si le mois de l'année prochaine, ça va être la même situation ou pas, mais on conseille de ne pas attendre. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a des problèmes pour
on dit, aller en clinique en Europe, elle fait la donation de sperme là, et après les envoyer à la clinique de Utah, et après commencer à faire la fécondation in vitro, avoir les embryons, et après chercher la mère porteuse, parce qu'il faut avoir du temps pour ça, et après pour c'est 9 mois pour la grossesse. Alors, il n'y a pas de question qui peut empêcher à commencer le procès maintenant. Si je peux me permettre, en fait, nous, ce qui nous a conduit, que ce soit Covid ou pas Covid, en fait, je pense que cette question, pour y répondre, tout dépend du besoin de parentalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as vraiment l'envie de faire un enfant et que tu as envie de construire ta famille ou tu as envie de te laisser un peu de temps, c'est vraiment le facteur. Voilà, c'est une période de Covid, il faut créer les embryons, c'est pas simple. Trouver une porteuse, je pense que c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué en ce moment. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, une agence, les agences recherchent et des porteuses. Ensuite, matcher avec une porteuse. Après, en effet, on a l'habitude, dans certains couples, on a l'habitude d'aller aux US pour rencontrer la personne. Là, c'est plus difficile. Et ensuite, après, il y a la question d'aller aux États-Unis, de revenir. Donc, mais en tout cas, je pense que nous, en tout cas, on espère vraiment sincèrement rentrer avec un passeport. Là, on est rentré avec un laissez-passer, qui est en effet un parcours un peu différent. En tout cas, l'agence, en période de Covid, n'a pas eu de difficulté à nous trouver une deuxième porteuse. Connection, voilà. Et Dr Falk et Tonia n'ont aucune problématique à analyser les données de notre porteuse, screener notre porteuse, la faire venir, inséminer et suivre. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le Covid n'est pas un point de blocage, en fait. C'est en effet un peu plus compliqué, plus contraignant, mais ce n'est pas quelque chose qui empêche de... Et notamment au niveau des dossiers de parentalité en France, Clélia continue de plaider et d'être en face des juges pour pouvoir soutenir les dossiers. Notre dossier, j'ai vu Clélia avant-hier, notre dossier est en cours. Donc derrière, le Covid ralentit les choses, complexifie un peu, inquiète plus, mais n'empêche pas de construire sa famille. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti d'un point de vue papa. Merci beaucoup, Jérôme. Maintenant, notre question, c'est: quelle est la probabilité d'un grossesse jumellaire avec un FIP et un PGS pré-implantation? Alors, c'est une question pour Dr. Falk. Dr. Falk, they're asking which is the chance to get like twins with FIP and PGS? The chance of getting twins is not very high if you put just one embryo in. But if you put two embryos in, the risk of twins is around 40%. D'accord. Alors, il vient de dire que si vous faites un transfert d'un embryon, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais si vous mettez deux embryons, la possibilité, c'est de 40%. Thank you, merci. Alors, je crois que ça, c'est une question pour peut-être sur reconnexion, parce qu'il demande l'assurance de bébé. Alors, il dit, concernant les assurances de bébé, nous avons entendu parler d'Allianz qui assure plutôt bien le nouveau-né. Comment gère les éventuelles grossesses jumellaires? Alors, oui, effectivement, Allianz, c'est l'assurance que presque tous les Européens vont souscrire pour une GPA aux États-Unis. C'est une assurance qui doit être souscrite minimum 8 semaines avant le transfert. Il y a une carence de 8 mois. Donc, si vous souscrivez l'assurance au moment du transfert et que le bébé arrive à 6 mois, l'assurance ne couvrira pas. D'accord? Donc, c'est super important de prendre l'assurance minimum 8 semaines avant le transfert. Et donc, Allianz, c'est une assurance qui va couvrir juste un bébé. D'accord? Et aux États-Unis, il n'y a pas vraiment beaucoup d'assurances. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule assurance qui peut couvrir des jumeaux. C'est une assurance chinoise. Elle est assez chère. Et le plafond garanti, il est beaucoup plus bas que celui d'Allianz. D'accord? Donc, Allianz, le plafond garanti, il est d'environ 2 millions d'euros. Et le plafond garanti de l'assurance chinoise par bébé,
et de 230 000 $, si je ne me trompe pas. Donc, il faut vraiment y penser, d'accord? Il faut vraiment penser avant de transférer 2 embryons, parce que voilà, c'est très difficile de trouver une assurance qui va couvrir des jumeaux. À part l'assurance chinoise, il y a aussi d'autres possibilités, mais c'est des possibilités assez chères. Les assurances, donc des assurances qui sont peut-être disponibles pour les jumeaux, qui n'est pas l'assurance chinoise, c'est des assurances qui coûtent presque 80 000 $, d'accord? Donc, je pense que au lieu de dépenser 80 000 $ sur une assurance que voilà, vous n'êtes même pas sûr de devoir utiliser, d'accord? Je pense que c'est mieux, voilà, de transférer un embryon, d'avoir un parcours, et après de faire comme Jérôme, avoir un deuxième bébé. Il y a aussi la possibilité d'avoir 2 femmes porteuses en même temps et de transférer un embryon à chaque femme porteuse. Et dans ce cas-là, Alliance va couvrir, d'accord? Donc, Alliance, ils ne vont pas couvrir une naissance gémellaire, mais ils vont couvrir la naissance d'un enfant et d'un autre enfant en même temps, d'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'autre possibilité. D'accord. Merci beaucoup, Michael. Alors, je crois que tous les autres, c'est pour Clélia. Alors, si ça vous convient, je vais les lire tous et après, vous pouvez les répondre. Alors, la première, bonjour. Pour un couple d'hommes, il est préférable d'avoir un pré-vert ou post-vert document. Nous souhaitons que le deuxième père puisse adopter le facilement et rapidement en France. La deuxième, comment faire pour choisir le nom de famille que l'on donne à l'enfant? Ça peut-être c'est pour Brian. Non, ça c'est pour, non, c'est pour vous. Parce que ça veut dire en France, oui, oui. Il n'y a pas de problème aux États-Unis. D'accord. Alors, la procédure d'exéquateur, elle est maintenant efficace partout en France pour accélérer la reconnaissance du parent d'intention non biologique très rapidement. Clélia va mieux du coup avoir un pré ou post-birth certificate. Et il est nécessaire qu'un nom composé soit créé lors du mariage pour que l'enfant porte le nom de père. Bonjour, avec des contacts d'avocats dans le cadre d'un accompagnement de retour en France. Et la dernière, c'est pour remercier que c'est très bien, la conférence est très qualité. Bon, merci, Jean-Philippe. Alors, je vous donne la parole à Clélia. Merci. Oui, merci Kim. Donc, c'est à moi. Alors, pour le pré-birth et le post-birth, actuellement, je préfère faire simple, hein. Actuellement, au vu également des mesures sanitaires, évidemment, et d'ailleurs nous avons dans beaucoup de situations pendant le confinement numéro 1, géré a posteriori des pre-births, alors qu'ils n'étaient pas prévus au départ. Incontestablement, prévoyez dans vos parcours d'avoir un pre-birth order. Les Français, nous sommes plus à l'aise avec les décisions de filiation qui sont postérieures à la naissance. Alors, point de vocabulaire, juste je prends 3 secondes. Ce qu'on appelle pre-birth ou post-birth, on parle de décision de justice d'un juge américain qui va ordonner la filiation de l'enfant, enfin qui va gérer la filiation de l'enfant, qui va l'établir plus exactement. Soit l'enfant n'est pas encore né, et donc on appelle ça un pre-birth order, puisqu'il est avant la naissance, soit l'enfant est né, et on appelle ça un post-birth. Le birth certificate, en soi, n'est pas un post-birth ou un pre-birth. Le birth certificate est un acte de naissance, il s'agit d'un acte administratif. Donc, maintenant qu'on a cette mise au point de vocabulaire, le pre-birth, il est important, surtout actuellement, pour pouvoir assurer la présence des 2 parents d'intention à la naissance de l'enfant, pour pouvoir être autorisés à pénétrer tous les 2 sur le sol américain et donc assister à la naissance. Sans pre-birth, on ne peut pas le faire. C'est que le parent biologique, c'est que le père biologique pour les couples d'hommes qui sera autorisé à pénétrer sur le sol américain. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé
lors du premier confinement. Donc là-dessus, préférez la voie du pre-birth order. Ensuite, effectivement, ce que je disais, c'est que nous, les Français, on est plus à l'aise. C'est dans notre droit, on ne connaît pas les jugements, donc les décisions judiciaires qui concernent des personnes qui ne sont pas encore nées, parce qu'elles n'existent pas sur le plan juridique. Donc, évidemment, pour gérer la filiation, on préfère avoir des post-birth que des pre-birth. Donc, en gros, si vous pouvez avoir les deux, un avocat français sera au nirvana, c'est le nec plus ultra, mais si vous n'avez que le pre-birth, on arrive quand même à faire la procédure d'exéquatur. Donc, jolie transition sur le sujet de l'exéquatur. La question qui est posée, je réponds là aussi très clairement. La procédure d'exéquatur, elle est, à l'heure où je vous parle, très efficiente, c'est-à-dire que c'est la procédure la plus rapide et la plus sûre dans son exécution, c'est-à-dire dans la transcription de l'acte de naissance français. Et ce, j'insiste bien, depuis maintenant une petite année, nous sommes confortés, nous sommes certains que le critère du mariage n'est plus requis. C'est important parce que d'abord, ça répond à une des questions posées. C'est vrai que, pour le dire de manière assez triviale, c'est un peu moche de se marier uniquement parce qu'on pense que c'est le mariage qui va nous faire bénéficier de la double filiation. C'est pas très joli, et c'est vrai que même on pourrait dire que ça contrevient à la liberté matrimoniale. La liberté matrimoniale, c'est la liberté de se marier, hein, auquel les hommes maintenant, les couples de même sexe, les hommes et les femmes maintenant depuis 2013 peuvent y accéder en France, donc c'est une avancée sur la liberté matrimoniale, mais la liberté matrimoniale, c'est aussi de pouvoir ne pas se marier. Et donc, l'exéquatur, c'est la seule d'ailleurs, hein, sur les voies judiciaires françaises qui permettraient de régler la question du parent d'intention non biologique. Il n'y a que l'exéquatur, sans le critère du mariage, qui vous permettent de prospérer. Je me permets juste, par rapport au mariage, de dire que de ma planète, de mon observatoire, parce qu'on fait des procédures d'adoption et donc on aide à la création des familles. C'est d'ailleurs très gratifiant pour moi, en tous les cas, je parle à titre personnel, c'est juste extraordinaire de venir œuvrer à la sécurisation de vos familles. Voilà. Mais on a aussi un aspect contentieux, et lorsque un contentieux survient dans les familles de même sexe, je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité sociologique et anthropologique. Actuellement, il vaut mieux être marié. Ça protège mieux les enfants. Ça protège peut-être pas mieux les parents, mais ça protège mieux les enfants. Pourquoi? Je le fais vraiment très, très vite. C'est que dans l'appréhension du juge français, un couple de même sexe qui n'est pas marié et qui a des enfants, il ne va pas partir forcément du principe qu'il s'agit d'un projet parental de couple, en fait, vécu à deux, ab initio. Alors que le mariage, ça va lui cocher une case cognitive, voilà, il va se passer un circuit synaptique. Mariage présume presque, en fait, le fait que le projet parental est vraiment partagé par les deux membres du couple. Et donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que je trouve, et encore une fois, c'est un constat que je fais purement empirique, hein, c'est un constat clinique. Le mariage va quand même mieux protéger la famille, dans un certain sens. Voilà. Bon, c'est regrettable, mais c'est un fait. Ensuite, j'avais une question sur le nom de famille. Le nom de famille, alors, ce que je trouve, moi, qui
qui est raisonnable d'entrevoir, c'est que votre enfant ait le même état civil au sens le prénom et le nom de famille, donc à la fois à l'état civil américain et à l'état civil français. Donc il est tout à fait possible d'harmoniser en fait les deux états civils, et ça me semble une bonne idée, parce qu'avoir des alias sur un monde mondialisé comme le nôtre avec Big Brother, etc., c'est pas très ergonomique, on va dire, pour l'enfant, j'entends, quand il voyagera, etc. Donc, au regard du droit français, comment vous pouvez faire? Vous pouvez transmettre soit le nom du parent 1, je vais l'appeler parent 1, du parent 1, soit le nom du parent 2, quand bien même le parent 1 ou parent 2 n'est pas le parent biologique de l'enfant, c'est important de le savoir. Soit vous pouvez accoler les noms du parent 1 et du parent 2 dans le sens que vous le souhaitez. Et il n'y aura pas de tiret entre les deux noms de famille. Juste une toute petite précision, on ne peut pas transmettre un nom d'usage. C'est important, j'ai déjà eu le cas, il y a des parents qui utilisent un nom d'usage différent du nom qu'ils portent sur leur acte de naissance, donc à l'état civil. C'est bien le nom qui figure sur votre acte de naissance français que vous pouvez transmettre. Le nom que l'on porte, le nom d'usage que l'on porte, souvent en portant le nom de son conjoint, c'est un nom d'usage qui vient, si vous voulez, se rajouter sur votre pièce d'identité, mais ce n'est pas celui-là que vous transmettez. Donc, la plupart du temps, je peux vous dire que les deux parents tiennent en fait à transmettre leurs deux noms, sauf quand il y en a un qui est trop long, qui est trop compliqué ou qui n'est pas harmonieux. Mais la plupart du temps, les deux pères transmettent leurs deux noms. Il n'y a pas de tiret. Et donc, aux États-Unis, votre bébé, vous donnez ce nom-là. Donc, il aura ce nom-là sur le birth certificate américain. Et puis, au moment où vous aurez l'acte français qui sera dressé, vous remplirez une déclaration conjointe du choix du nom qui sera conforme en fait au nom que vous aurez donné aux États-Unis. Et donc, cela fera un tout cohérent et il n'y a pas de difficulté particulière. Oui, alors comme nous avons déjà dépassé les temps avec Lélia, si ça vous convient, alors on va envoyer un mail avec la dernière question que c'est pas répondu. Et pour finaliser, il y a une question pour Dr. Folk. Alors, une dernière question. Y a-t-il des cas de transmission COVID, mère porteuse bébé avéré? Merci à tous. So, Dr. Folk, now I will, there's a question that it says if there are like some cases of COVID transmissions, so from the surrogate to the babies. So I don't know if you need some slides or you want me to? No, we've actually had a lot of evidence of that pregnant women that become infected with COVID, and there have been some babies that have had the virus when they're born. The good news is that babies are the most resilient against this virus, and so most of them clear the virus within 3 days. D'accord. Et alors, il vient de dire que il n'y a pas beaucoup de cas, mais les enfants, ils sont très forts en ces maladies, en ces COVID. Et alors, normalement, après, s'il y a un enfant qui est affecté pour le COVID, après 3 jours, il n'y a pas plus de symptômes. Alors, the good news with the virus is that it really affects older people the most and youngest people the least. Yeah. So, il vient de dire que les bonnes nouvelles, si on peut dire ça, de ce virus, c'est qu'il affecte beaucoup plus les personnes âgées que les jeunes.
on est déjà dépassé un peu le temps, mais seulement 2 minutes, c'est très bien. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre intérêt pour les gestations pour autrui aux États-Unis. Et nous espérons qu'il vous a été utile. Et nous vous enverrons un email avec l'enregistrement de ces webinaires ainsi que d'autres informations d'intérêt. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux, par email à hello@factfertility.com. Et nous espérons faire partie de votre voyage vers la parentalité. Et merci encore et bonne soirée à tous. Merci aussi à tous les intervenants. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.